Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous abordons maintenant cette deuxième partie d'émission, toujours en direct. Tocqueville et Cauchin sont les seuls historiens à proposer une conceptualisation rigoureuse de la Révolution française. C'est par cette affirmation vigoureuse que l'historien François Furet, en 1978, ouvrait son essai remarqué « Penser la Révolution française ». Qui se souvient alors de Cauchin, d'Augustin Cauchin ? Et quelle est son œuvre si particulière et novatrice concernant la Révolution française et ses origines ? Les éditions Talandier rééditent les œuvres de Cauchin et permettent ainsi de découvrir son analyse très profonde, mais aussi très originale, du phénomène révolutionnaire en France de 1789 à 1793. Ces œuvres complètes, les éditions Talandier aussi ajoutent ces lettres du front. Alors ces œuvres témoignent d'un très grand historien, mais ces lettres du front, qui sont très particulières, témoignent, elles, d'un homme aux qualités exceptionnelles, et des qualités qui sont dignes de celles d'un Genevois ou d'un Jünger, car Augustin Cauchin, non content d'avoir été un très grand historien, a été un très grand soldat. Il a été volontaire à l'âge de 37 ans pour rejoindre le front en 1914 et il a été tué à 39 ans lors de la bataille de la Somme à la fin 1916, après avoir été blessé un nombre très nombreux de fois. Donc on a affaire à travers Augustin Cauchin à un historien remarquable, mais aussi un homme aux qualités exceptionnelles. Alors pour évoquer œuvres et auteurs, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons ce soir le plaisir de recevoir Denis Sureau, qui est à l'origine de cette publication et qui est aussi l'auteur d'une passionnante et érudite préface à ses œuvres complète ou quasiment complète, intitulée « La machine révolutionnaire » d'Augustin Cauchin. Denis Sureau, bonsoir. Bonsoir Thierry Delcourt, bonsoir aux auditeurs. Très heureux de vous recevoir. Écoutez, de en même. direct ce soir, nous avons eu l'occasion de travailler pendant de longues années ensemble, Denis, autour de ce micro. J'ai été votre suppléant. Et puis, vous êtes devenu mon suppléant, si je puis dire, et bien le plaisir est d'autant plus important de pouvoir passer 1h30 avec vous, comme invité, autour de cet ouvrage remarquable qui sont les œuvres d'Augustin Cauchin. Alors, dois-je quand même vous présenter aux auditeurs, par acquis de conscience, Denis, je vais le faire, vous êtes éditeur. Vous êtes directeur de plusieurs publications, comme le bimensuel Chrétien dans la Cité et la revue Transmettre. Nous vous écoutons régulièrement sur ces ondes pour évoquer l'actualité, notamment l'actualité à caractère religieux, lors de notre émission du dimanche soir. Et vous êtes aussi écrivain. Vous avez publié de nombreux ouvrages, et dont le dernier est bien sûr La machine révolutionnaire d'Augustin Cauchin, pour lequel nous avons le plaisir de vous recevoir. Alors Denis, la première question manquera complètement d'originalité, mais elle est néanmoins nécessaire, parce que Augustin Cauchin, nous allons l'apprendre avec vous, a été, après sa mort, ses œuvres ont été publiées, puis il a été oublié, et puis François Furet, vous l'avez rappelé, nous l'avons rappelé, la sortie de cet oubli en 1978, et puis depuis 1978, il s'est pas passé grand-chose concernant Augustin Cauchin. Alors comment avez-vous eu l'idée de publier cet ouvrage et de le préfacer de manière aussi brillante ? Eh bien écoutez, Thierry Delcourt, l'origine de ce livre remonte à mes années estudiantines, lorsque j'étais à Sciences Po et que je préparais un diplôme d'études approfondies en histoire contemporaine. Et c'est mon professeur, Raoul Girardet,
grand professeur, sans doute le moins conformiste qu'on pouvait trouver rue Saint-Guillaume, qui m'a proposé de m'intéresser à Augustin Cochin. Et pourquoi me l'a-t-il proposé? C'est que nous étions en 79-80 et précisément parce que François Furet, dans son Penser la Révolution française, avait en quelque sorte exhumé Augustin Cochin des bibliothèques où il était enfermé depuis de nombreuses années. Et j'ai donc fait des recherches sur Augustin Cochin. Je suis allé dans les archives de la grande famille Cochin, notamment les archives familiales qui se trouvent dans le château de Beauvoir, que fréquentait déjà jadis Augustin. Et donc j'ai préparé un mémoire à peine une centaine de pages qui était surtout axé sur la vie, la biographie d'Augustin Cochin, et j'ai soutenu ce mémoire donc en 1980. Et j'avais parmi les membres du jury non seulement Raoul Girardet, mais aussi Janine Bourdin qui était professeure à Sciences Po, et Pierre Nora. Et il se trouve, j'ai découvert il y a quelques années que c'était Pierre Nora qui avait édité Furet, le livre de Furet chez Gallimard, d'où effectivement il y avait une certaine voilà. Et il y a 2-3 ans, j'ai retrouvé mon mémoire estudiantin où j'ai trouvé un certain nombre de sottises dues à mon jeune âge, mais aussi de nombreux éléments factuels sur Augustin Cochin, et je me suis dit qu'il serait intéressant de revoir ce travail et de le publier. Et je me suis rendu compte après coup que les œuvres même d'Augustin Cochin n'étaient plus disponibles, et qui, plutôt que de publier mon petit travail, il serait beaucoup plus intéressant de publier ses œuvres complètes, quoi. Donc je me suis mis à rechercher tous ces écrits, et j'ai cherché plusieurs éditeurs. C'est finalement les éditions Talandier qui ont eu l'audace de publier ce livre de 680 pages. Alors, livre qui est composé d'une part des 2 grands livres d'Augustin Cochin qui ont été réédités à plusieurs reprises, qui sont Les sociétés de pensée et la démocratie moderne, et d'autre part La révolution et la libre pensée. Mais il y a aussi d'autres éléments qui étaient moins connus, notamment un petit livre plus philosophique, Abstraction révolutionnaire et réalisme catholique. Et puis alors des études sur le protestantisme qui sont les premiers travaux historiques de Cochin. Alors là, ces études n'avaient jamais été publiées en volume, en fait. Elles étaient parues dans d'obscures revues savantes des premières années du XXe siècle. Et je trouvais qu'elles étaient aussi intéressantes. Et puis, sa correspondance, effectivement. Alors, vous avez parlé de ces lettres de guerre qui ont eu un certain retentissement parce qu'elles ont été publiées en 1917 avec une préface de Paul Bourget. Mais il y a aussi toute sa correspondance antérieure qui est intéressante, qui est très agréable à lire parce que Augustin Cochin a du style, beaucoup d'humour. Et ce qui me frappe chez lui, c'est d'abord une intelligence exceptionnelle. Je crois que quand on veut parler d'Augustin Cochin, il faut d'abord souligner que c'était vraiment un très grand esprit. Je ne sais pas si on doit revenir maintenant sur un petit peu sa vie, mais disons que c'est un profil de première classe. Bon, on y reviendra peut-être, mais... Giraud, si je comprends bien, vous avez cette mémoire d'étudiant, cette mémoire d'étudiant en 1982 a été consacrée à Augustin Cochin, et c'est un peu le fait du hasard qui vous amène à le retrouver à travers cette thèse que vous retrouvez. C'est par hasard, vous avez retrouvé votre thèse en rangeant votre maison. Oui, voilà, c'est un peu en rangeant. L'étudiant dit tiens, Augustin Cochin, et vous replongez dans son œuvre. C'est pure coïncidence en quelque sorte. Oui, effectivement, je l'avais un petit peu oublié, mais c'est en reprenant un peu ce travail que j'ai écrit à 20-22 ans, que je me suis dit qu'il y avait vraiment un auteur qui valait la peine d'être redécouvert, parce que c'est vrai que depuis 1978 et François Furet, Cochin n'a pas été trop réédité. Il a été réédité une fois ou deux par des petites maisons d'édition, enfin ces 2 livres principaux. Mais beaucoup plus intéressant, j'ai découvert
que tous ces livres étaient réédités en Italie, étaient traduits en Italie par différentes maisons d'édition, qui avaient une thèse qui avait été consacrée à Augustin Cochin en Italie. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que les Italiens avaient un regard sur Cochin qui renouvelait vraiment l'idée qu'on pouvait en avoir. Là, je me suis dit, si les Italiens s'intéressent à Cochin, ça serait peut-être bien que les Français aussi se redécouvrent cet auteur majeur qui explique non seulement la Révolution, le processus révolutionnaire, la machine révolutionnaire, c'est le titre que l'éditeur a bien voulu donner à ce livre, mais par-delà, en fait, le fonctionnement de la démocratie, parce que l'ambition de Cochin, pour reprendre ses propres termes, c'était d'élaborer une sociologie du phénomène démocratique. C'est en cela qu'il est particulier, qu'il mérite l'intérêt des lecteurs. Oui, parce qu'en fait, les mécanismes de préparation de la Révolution française et du déroulement de la Révolution française, et particulièrement de la terreur, sont en quelque sorte prophétiques par rapport à ce qui va se passer après la mort d'Augustin Cochin au XXe siècle. Parce qu'en fait, on peut très bien réanalyser le léninisme, le communisme, enfin les grands totalitarismes, et même certaines déviations de la démocratie contemporaine à travers la grille explicative d'Augustin Cochin. Et c'est ça qui me passionne, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la Révolution, mais c'est vrai que les phénomènes politiques m'intéressent beaucoup, oui. Il a été un novateur. Son œuvre, c'est avant tout l'étude de la Révolution, de la Révolution française. Son approche de la Révolution française, une approche sociologique, on détaillera plus, bien sûr, dans le parcours de son œuvre, les caractéristiques de cette approche sociologique. Cette approche-là était novatrice à son époque? Oui, elle était complètement novatrice, parce qu'en fait, quand on regarde les grands historiens de la Révolution de son temps, il y a eu une approche de la Révolution qui était l'approche psychologique d'Hippolyte Taine, les origines de la France contemporaine. Et Taine voulait expliquer la Révolution par la psychologie des acteurs. Ça, c'est la méthode psychologique. Alors, quelques exemples. La psychologie des acteurs, c'est-à-dire de comprendre que ce que Robespierre a fait, c'est parce qu'il était, lui, l'homme Robespierre, avec un certain caractère, avec sa personnalité, etc. ses qualités, ses défauts, c'est pour ça qu'il agit comme ça. Voilà. Alors ça, c'est la méthode psychologique de Taine. Et puis, il y a la vision, romantico-lyrique d'un Michelet, avec le personnage de la Révolution française, c'est le peuple. Alors, tout s'explique par le peuple avec un grand P, et on explique tout par le peuple. Et puis, à l'époque même de Cochin, à la Sorbonne, le grand maître de la Révolution, des études de la Révolution française, c'est un certain Alphonse Aulard, qui était un dantoniste, et qui était aussi un concurrent avec un autre grand historien qui est Albert Mathiez, qui allait devenir un historien marxiste. Et eux, ils vont expliquer en fait notamment les événements tragiques, la terreur, par les circonstances. Ce sont les circonstances qui expliquent tout. C'est la disette matérielle, après c'est la menace des aristocrates revenant de l'étranger qui explique la terreur, et voilà. Et Cochin refuse en fait, il trouve que ces schémas explicatifs ne sont pas convaincants en fait. Mais pourquoi trouve-t-il comment cela mûrit chez lui? Qu'est-ce qui l'amène à penser que ces explications sont insuffisantes et à orienter différemment ses recherches d'une manière si innovatrice? Alors c'est très simple en fait. Cochin n'est pas un idéologue en chambre. C'est un archiviste paléographe formé, c'est son titre officiel, puisqu'il a fait l'école des Chartes. Bon, et c'est dans ses recherches au fin fond des provinces françaises, dans les archives, qu'il s'est rendu compte très concrètement de ce qui s'est passé, notamment à la campagne électorale de 1989 en Bourgogne, par exemple, qui est l'un de ses premiers grands articles. Qu'il a complètement décortiqué. C'est oui, extraordinaire. Oui, il a décortiqué, oui. Nous allons en parler ensemble. Cette campagne électorale en Bourgogne, du tout pas très intéressant à lire.
intervenir. La campagne électorale des États généraux en 1789 en Bourgogne, c'est un travail extraordinaire. Il explique tout le cheminement, comment les États généraux ont-ils été amenés à prendre les positions qui seront les leurs. C'est extraordinaire. Oui. Par exemple, en fait, Cochin s'étonne de voir que un peu partout, non seulement en Bourgogne, mais à travers la France, les cahiers de doléances reprennent les mêmes expressions. Et il a une phrase, c'est la communauté des idées ne rend pas compte du concert des actes. C'est-à-dire qu'on peut pas expliquer qu'on retrouve dans toute la France exactement la même rhétorique, les mêmes demandes, les mêmes revendications formulées dans les mêmes termes, y compris de cahiers de doléances venant de paysans illettrés. Et c'est là qu'il se rend compte, il essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et il arrive à isoler en fait les acteurs de ce mouvement. Par exemple, en Bourgogne, il se rend compte que c'est un groupe, c'est un petit groupe essentiellement d'avocats, une vingtaine de personnes qui sont à l'origine de toute la campagne électorale de 89. Et c'est comme ça qu'il va progressivement essayer de comprendre la machine, justement, essayer de démonter les rouages de la machine révolutionnaire. Et c'est à partir de là qu'il va essayer de formaliser son système. Alors, il faut pas oublier qu'il est mort à 39 ans et que son œuvre est quand même inaboutie sur certains aspects. Donc, mais comme c'était une intelligence très vive, comme je l'ai dit, c'était quelqu'un qui était tout le temps à se poser des questions, à voir les limites de ses explications, de voir comment progresser dans l'analyse. Et c'est sûr que s'il avait vécu, il aurait approfondi ça. Je pense pas qu'il aurait remis en cause les grandes vérités qu'il avait pu découvrir, mais il aurait certainement amélioré effectivement sa méthodologie, sa présentation des choses. Et il aurait été certainement passionné par le phénomène communiste. Bon. Et cette mort trop précoce, c'est la cause de son oubli, Denis Sureau ? Ou ce sont ces prises de position qui dérangent des vérités établies ? Non, je pense que c'est effectivement c'est son analyse qui était trop en marge, je dirais, de la doctrine officielle, parce qu'en fait, Cochin s'opposait directement à la Vulgate révolutionnaire et bien après sa mort. Les grands pontes universitaires de la Révolution étaient tous des partisans de la Révolution. Alors, j'ai dit que, par exemple, Albert Mathiez est un robespierriste, comme Hollart est un dantoniste. Et quand j'ai fait des études d'histoire et que j'étudiais un peu la Révolution, les livres qu'on nous conseillait de lire à l'époque, donc fin des années 70, c'était les livres d'Albert Soboul et de son disciple Michel Vauvel, tous deux étant des communistes ayant la carte du parti et appliquant les schémas marxistes à l'analyse de la Révolution. Donc, vous voyez, en fait, quasiment tout le XXe siècle, l'histoire universitaire de la Révolution a été confisquée par des idéologues, et l'œuvre de Cochin ne pouvait pas être bien comprise. Quand les livres de Cochin ont été édités dans les années 20, ils ont été boudés tout de suite par la Sorbonne, par les universitaires dont je vous parlais. Ils ont été quand même salués, là plutôt par l'école contre-révolutionnaire et d'Action française. Là, on pourra peut-être y revenir parce que c'est tout un sujet en soi. Mais d'un autre côté, le fait que ce soit récupéré en quelque sorte par des journaux plus militants, ça pouvait aussi porter tort au caractère scientifique de la démarche de Cochin. Et la famille de Cochin était très réticente justement par rapport à ça. Denis Sureau, c'est un très bel ouvrage que vous nous proposez, qui est bien imprimé, bien mis en page. Un ouvrage de plus de 600 pages. Ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire seront certainement très sensibles à ces lettres du front qui sont très touchantes, qui sont très belles. Seront aussi très sensibles à la manière dont il s'est comporté avec ces hommes, qui est extraordinaire, et aussi au récit de sa mort. Pourquoi conseilleriez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie
de lire les œuvres de Cochin. Que leur conseillez-vous en la matière? C'est un gros ouvrage. Hein. C'est un gros ouvrage, mais qui est composé d'études très, très variées. Certaines faisant 15 ou 20 pages, donc on n'est pas obligé non plus de lire en bloc et de façon linéaire toutes les études. On peut picorer parmi les études, on peut lire la correspondance. Je crois que n'importe qui peut lire avec un grand plaisir la correspondance. Pas seulement les lettres de guerre, cher Thierry, vous insistez beaucoup sur les lettres de guerre, mais les lettres d'avant-guerre sont aussi très très amusantes. Et puis, je dirais, je conseillerais la lecture à tous ceux qui veulent comprendre les phénomènes de manipulation de l'opinion. Et rien n'est plus actuel que ça. Nous vivons dans des systèmes manipulatoires. Évidemment, les moyens de communication actuels ne font qu'amplifier le phénomène, mais on trouve déjà chez Cochin justement les mécanismes d'encadrement de l'opinion. Par exemple, je pense aux assemblées d'étudiants, dans les assemblées d'étudiants récentes ou celles de 68, où c'était quelques meneurs qui parvenaient à bloquer toute une faculté. Là, on trouve exactement ces phénomènes-là, puisque Cochin les a observés dans la manipulation des assemblées, justement, au moment de la Révolution. Il a montré qu'effectivement, il suffisait d'un petit groupe conscient, actif, qui, avant l'Assemblée, prépare tout ce qui doit être décidé par l'Assemblée pour après le faire passer à l'Assemblée, et puis à l'Assemblée d'à côté, avec le fameux argument, vous savez, l'Assemblée de Tolbiac a voté la grève, donc vous, à Nanterre, vous devez aussi voter la grève. Puis à Montpellier, vous n'allez pas rester seul à ne pas voter la grève. Voilà. Et en ça, on trouve déjà ça de façon admirable au moment de la Révolution. Cochin montre ça fait à l'appui, hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui appuie toujours sa démonstration sur des faits précis, documentés. C'était tout ça. Je dirais, c'est ça qui est un peu curieux chez Cochin, en fait. C'est quelqu'un qui est d'une extrême rigueur dans l'analyse des sources, mais c'est aussi un esprit très philosophique. Et c'est très rare, parce que vous avez beaucoup d'historiens qui compilent des faits, des données. Moi, je me souviens d'un historien qui disait je prépare un livre sur la guerre ou les relations internationales, etc. Il y a déjà 15 livres qui sont parus sur le sujet. Bon, encore 2 ou 3, je vais pouvoir écrire mon livre. C'est-à-dire que son travail, c'était de compiler ce que d'autres avaient écrit en mettant un peu de sa sauce. Et beaucoup d'historiens font ça, en fait. Et puis, n'arrivent pas à comprendre finalement la logique des événements qu'ils décrivent. C'est une histoire purement narrative où, au bout du compte, on n'arrive pas à comprendre. Je vais citer un exemple. Il y a quelques années, Jacques Prévotat a publié un gros livre sur la condamnation de l'Action française. C'était une thèse qui lui a pris 10 ou 15 ans, thèse de 1500 pages, qui a été publiée de façon un peu... Alors je me dis, c'est passionnant. Effectivement, il est allé dans les archives... Et puis au bout du compte, au bout des 1500 pages, vous n'avez pas la réponse pourquoi Pie XI a condamné l'Action française. Vous avez une masse de documents, mais finalement, vous n'avez pas la réponse à la question fondamentale que tout le monde se pose, quoi. Cochin n'utilise le matériau historique qu'en vue d'une compréhension des phénomènes. Et c'est un esprit très philosophique. D'ailleurs, il y a le livre La Révolution et la libre pensée est essentiellement une réflexion philosophique, je dirais. D'ailleurs, c'est pas toujours d'ailleurs facile à comprendre parce que Cochin aime manipuler les concepts, il aime structurer les choses, mais c'est un esprit philosophique. D'ailleurs, dans les dernières années de sa vie, il était très soucieux de parfaire sa formation philosophique. Parce que lorsqu'il a fait des études, il fait une licence de lettres notamment et de philosophie, je crois aussi, en Sorbonne.
comme à l'époque tous les étudiants le faisaient, il a étudié la pensée de Kant, la philosophie de Kant, mais il connaissait pas assez la philosophie de saint Thomas d'Aquin, par exemple. Et vous connaissez bien Donicio. Et donc, écrit dessus. Et dans ses derniers travaux, il a dit ah oui, il faut que j'ai envie d'approfondir la pensée de saint Thomas, et voilà. Donc je pense que c'est aussi une direction qu'il aurait suivie. Et c'est lisible pour toute personne, ou ça demande beaucoup de concentration, ces ouvrages? C'est accessible? Je pense qu'il y a beaucoup d'études là qui sont très accessibles. Bon, c'est vrai que la Révolution et la libre pensée est un peu plus exigeante, mais le gros du livre est accessible. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des guerres de religion, d'ailleurs, ces études sur le protestantisme sont tout à fait passionnantes, très vivantes. Il y a rien. Alors là, par contre, il y a vraiment rien de difficile à lire. Bon, la Révolution et la libre pensée est un écrit plus exigeant que les sociétés de pensée à la démocratie moderne, qui est composé de différentes études qui ne demandent pas non plus d'être un bac plus 15, quoi. Bon, L'un de ces messages sur la Révolution est étonnant. Est vraiment novateur, même à notre époque. Il nous dit que, en quelque sorte, il n'y a pas eu de souffle révolutionnaire. Il n'y a pas eu de manifestation de peuple en masse demandant que le vote aux États généraux soit un vote par tête, demandant l'égalité, etc. Il nous explique qu'il y a à chaque fois, comme en Bourgogne, dans son livre sur les élections aux États généraux en Bourgogne en 1789, que à la base, il y a la volonté d'une vingtaine de personnes, d'un petit groupe qui va diffuser dans les différentes corporations, dans les différentes assemblées, telles que vous venez de l'expliquer, leur volonté. Leur désir, mais qu'en aucun cas, ce qui a été exprimé aux États généraux en 1789 ne correspond à une volonté populaire. Non, parce qu'effectivement, la France, le peuple de France n'était certainement pas révolutionnaire. Cauchin ne nie pas qu'il y ait eu des causes objectives de la Révolution, notamment des causes matérielles, et qu'il n'a pas beaucoup étudié, mais c'est parce qu'il s'est intéressé beaucoup plus à la mécanique elle-même qu'aux causes ultimes. Néanmoins, là, je voudrais quand même préciser un fait, c'est que Cauchin est parfois mal compris. Il est interprété par certains comme un défenseur de la thèse du complot. Alors c'est beaucoup plus complexe que cela, parce que vous savez qu'il y a l'abbé Augustin Baruel, au moment de la Révolution, a écrit un livre dans lequel il explique la Révolution comme le fruit d'un complot des Illuminés de Bavière, avec des sabbats d'arrière-loge, comme se moque un petit peu Cauchin. Et là, on est dans la thèse du complot pur, quoi. Bon. Et Cauchin n'est pas du tout d'accord avec ça. Il s'en moque d'ailleurs. Il plaisante un petit peu sur ça. C'est une thèse pourtant qui est très répandue dans les milieux contre-révolutionnaires. Vous savez, on est assez complotiste. La thèse de Cauchin est beaucoup plus subtile parce que je ne sais pas s'il faut la développer maintenant. Comme vous le souhaitez, Denis Chiraud. Après, je vous propose, une fois que vous avez développé ce point de vue, que nous arrivions à la vie d'Augustin Cauchin, si vous le voulez bien. Donc, nous vous écoutons. Alors, écoutez, le concept un petit peu fondateur de l'analyse de Cauchin, c'est la société de pensée. Alors, qu'est-ce qu'une société de pensée ? Il constate que vers le milieu du XVIIIe siècle, il y a une prolifération de ce qu'il appelle les sociétés de pensée, parce qu'à l'époque, on parle les sociétés. Alors, que sont ces sociétés ? Ces sociétés qui vont être le laboratoire de la grande société qui produira la Révolution sont très variées. Il y a des sociétés littéraires ou des chambres de lecture qui vont contrôler la presse et la partie active de l'opinion. Vous avez des académies, telles les sociétés d'agriculture, où l'on discute et on vote comme pour refaire le monde. Et puis vous avez les loges maçonniques, alors qui se renforcent et qui sont de plus en plus actives, puisque vous savez que le Grand Orient se constitue en 1773 et se structure, se ramifie de plus en plus. Et puis vous avez d'autres organismes plus souples, qui ratissent plus large. Et ces structures, toutes ces sociétés où l'on refait le monde
et qui servent un peu de, comment dire, de relais à la pensée des Lumières, la philosophie des Lumières, eh bien, ces sociétés correspondent, en fait. Elles ont une correspondance active, très, très concrète. Elles échangent entre elles et elles tissent des réseaux qui diffusent ce qu'on peut appeler la libre pensée, c'est-à-dire la philosophie des Lumières, l'idéologie des Lumières. Et dans ces sociétés, on voit déjà des phénomènes qui vont apparaître de façon très violente pendant la Révolution, notamment la persécution des dissidents. Parce que l'objectif de ces sociétés, c'est de dégager une opinion commune, une opinion sociale, dit Cochin. Et tous ceux qui n'adhèrent pas à cette opinion sont marginalisés. Puis on les pousse gentiment à l'extérieur, avec des méthodes de triage, d'épuration qui annoncent déjà celle de la terreur. Ça, c'est la première grande période, donc la période entre 1750, 1760 et 1789, où tout ce phénomène de concentration d'une idéologie abstraite, où en fait on veut faire table rase de la foi, de l'expérience, de la tradition, parce que quand on rentre en société, dans ces sociétés, il faut le faire en faisant abstraction de son expérience, de son état de vie, de sa foi religieuse. Vous avez des prêtres dans ces sociétés, mais dans la société, on leur demande de repartir, de faire table rase, de ne pas tenir compte de ce qu'ils sont, pour essayer de se mettre d'accord sur une vision finalement assez abstraite de la société. Donc, et avec une vision égalitaire aussi, puisque chaque membre de la société est censé être égal. Dans la société de pensée, on se dépouille de son identité sociale réelle. Et en ce sens, elle préfigure le régime démocratique qui est caractérisé par l'égalité des citoyens. Et le but de cette nouvelle forme d'organisation sociale, donc, ce n'est pas d'abord d'agir, mais c'est plutôt d'opiner, comme on dit, c'est-à-dire de dégager un consensus. Et c'est de ce consensus que naîtra la volonté générale. C'est la fabrication de cette vérité socialisée que doit émerger un modèle de démocratie pure. Voilà. Ça, c'est la première grande étape. Après, vous avez le phénomène qui va se passer, c'est que, oui, tout le monde, tous les membres de ces sociétés sont égaux, mais certains sont plus égaux que les autres. En fait, bon, c'est bien beau d'avoir une société d'égaux, mais concrètement, ça ne marche pas parce qu'il faut des chefs, et c'est bien le problème. Et en fait, on sait bien que la démocratie est toujours le règne d'une minorité. D'où l'expression de machine qu'utilise Cochin, parce que pour dégager des pouvoirs, tout un appareil se met en place, un appareil qui va sélectionner les meneurs les plus actifs. Et comme il dit, les machinistes qui agissent, qui vont constituer ce qu'il appelle un cercle intérieur, qui est le noyau actif de la société, qui vont composer une oligarchie, mais de personnages finalement souvent assez médiocres, voire interchangeables. Et c'est un peu tout le paradoxe de la Révolution. C'est que bon, ces personnages tels que Brissot, Danton, Robespierre, Saint-Just, ce sont pas des gens très remarquables, ce sont pas des gens très brillants, mais ce sont des acteurs qui sont des habiles. Ils sont compétents dans leur domaine de tireurs de ficelles, parce que souvent des gens de robe et de plumes, ce sont des beaux parleurs, hein, on pense évidemment à certains hommes politiques, américains ou français, mais qui sont pas des intelligences exceptionnelles, mais qui sont des habiles. Et Cochin, justement, essaye de comprendre comment se constitue une tyrannie des habiles, oui. Et il y a un phénomène que souligne Augustin Cochin dans son ouvrage sur les élections de 1789 en Bourgogne aux États généraux, qui est très intéressant. Il évoque particulièrement ces fameux habiles, qui sont
pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, des avocats qui vont lancer le mouvement dans un phénomène de boule de neige pour faire adopter par les élus aux États généraux leur desiderata. Ce qui est intéressant aussi, Denis Sureau, c'est que Augustin Cochin révèle les liens qui existaient avant 1789 entre ces sociétés de pensée, ces avocats et autres personnes, et la noblesse de robe, pour faire restaurer les prérogatives des parlements. Et il y avait un lien, dans une association de combat, en quelque sorte, entre la noblesse de robe du Parlement et ces sociétés de pensée. Et ils ont été alliés avant la Révolution. Ça, c'est extraordinaire, ce que nous apprend Augustin Cochin. Oui, parce qu'en fait, dans ces sociétés, d'abord, il n'y a pas de noblesse de robe ou pas de noblesse de robe. Chacun est égal. Mais la mécanique révolutionnaire fait feu de tout bois. Et ces aristocrates vont effectivement être assez rapidement broyés ou éliminés. Mais c'est toute la logique mécanique qui tend à l'extension du contrôle social et qui caractérise justement un mouvement qui se radicalise. Et c'est intéressant parce qu'en fait, cette ascension aux extrêmes, on la constate dans toutes les révolutions. Vous avez ça en Chine avec le phénomène de la révolution maoïste par rapport au communisme. Vous avez ça évidemment en URSS avec les bolcheviks qui éliminent les mencheviks, et à l'intérieur les bolcheviks Lénine qui va éliminer Trotsky. Vous avez ça, vous avez ça dans le nazisme aussi. Enfin, vous avez cette implacable ascension aux extrêmes dans le phénomène révolutionnaire. Oui. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir ce soir de recevoir en direct dans cette deuxième partie d'émission Denis Sureau, essayiste, théologien, éditeur catholique pour Lettres d'information chrétien de la Cité et le mensuel Transmettre, à l'occasion de la publication aux éditions Talendier des œuvres complètes d'Augustin Cochin, de l'historien Augustin Cochin, qui est mort en 1916 à la guerre à l'âge de 39 ans. Et ces œuvres complètes sont intitulées La machine révolutionnaire. Elles sont présentées dans une préface passionnante, érudite, par Denis Sureau. Denis, vous nous avez présenté les grands traits, ce qui caractérise l'œuvre d'Augustin Cochin. Je vous propose que nous revenions par la suite dans l'étude de ces œuvres principales à ce qui sous-tend l'idée maîtresse, cette analyse de la Révolution dont vous nous expliquez, la Révolution française, dont vous nous expliquez qu'elle pourrait très bien être appliquée aux autres révolutions. Je vous propose, avant que nous abordions la vie, quand même, que nous parlions un peu de la vie d'Augustin Cochin, elle est importante, de vous lire quelques messages d'auditeurs. D'abord, une auditrice qui réagit à vos propos. Il semble pourtant que Jacques Prévotat ait soutenu l'hypothèse d'une condamnation purement religieuse. Il faut lire le livre de Philippe Prévost qui en explique les raisons politiques, cette condamnation portant un coup très important, voire fatal, à l'action française. Oui, alors je vais pas rentrer dans le débat. Je c'est pense pas que l'émission, en effet. parce que on est parti pour bon, moi je ne suis pas. Je pense qu'effectivement l'action française gênait Pie XI par rapport à son projet d'action catholique, d'évangélisation contrôlée par les évêques, etc., etc. Donc le fait que la grande jeunesse catholique, le monde intellectuel soit de plus en plus séduit par l'action française, ça le gênait dans ses dessins. Je suis par contre très dubitatif sur les thèses de Prévost. Alors, Prévotat ne m'a pas convaincu, mais Prévost non plus. Donc voilà. Mais c'est un autre sujet. Je voudrais pas. Vous reviendrez, Denis Sureau, pour nous entretenir. Un auditeur qui nous dit: bonsoir messieurs, recevez mes félicitations pour cette évocation d'un illustre bonhomme que la Grande Guerre
nous a ravis grâce à Monsieur Sureau. Je vais pouvoir incorporer ce fascinant personnage à ceux de mon essai, l'oracle des senteurs. Fascinant personnage, c'est le terme. Grâce à vous, Denis Sureau, vous nous faites découvrir un homme d'exception, un homme complet. C'est un intellectuel, bien entendu. Vous allez nous expliquer, il a été reçu brillamment à l'école de Chartres, il en est sorti tout aussi brillamment. C'est un homme d'une intelligence exceptionnelle, mais c'est aussi un homme d'action, et il cumule. C'est rare d'avoir en une seule personne à la fois cette intelligence intellectuelle exceptionnelle et ces qualités d'homme d'action. C'est un chef de guerre remarquable. Il conduit ses hommes au feu d'une manière extraordinaire, et sa mort est un pur geste d'héroïsme. Donc c'est vraiment un homme totalement exceptionnel, et c'est très rare. On pense à Junger, on pense à Genevois, qui sont révélés à la fois de grands intellectuels et de grands hommes de guerre, et à l'évidence, Augustin Cochin est cela, et grâce à vous, Denis Sureau, vous nous le faites revivre ce soir. Une autrice nous dit, je ne sais pas si vous allez souscrire à ce qu'elle nous dit, mais je vous lis sa remarque: la mort d'Augustin Cochin à la guerre n'est pas un pur hasard. Voilà, car il y a ceux qui sont chargés de le positionner face à la mort en raison de ses idées subversive. Bon, je ne pense pas il a été volontaire pour aller au front, il a été volontaire pour y retourner, malgré le fait qu'il ait été blessé plusieurs fois. Il revient au front, d'ailleurs, alors qu'il est encore blessé, il a encore un plâtre au bras, il pourra rester à Paris, c'est lui qui décide de revenir au front. Et son père est ministre, hein, donc... Ministre des Affaires étrangères Souriant, en effet. Étrangères, donc effectivement, son père ne voulait pas qu'il reparte au front, et en plus, on pressent que Cochin savait qu'il allait y rester. Parce que dans une de ses lettres, il évoque avec une certaine tristesse tout le travail déjà accompli, qui n'est pas complètement terminé, tout ce labeur souvent fastidieux dans les archives de province, en compagnie d'ailleurs d'un de ses amis, là, Charles Charpentier. Et on sent dans une lettre il sait qu'il ne reviendra pas de la guerre, et d'ailleurs avant de partir en guerre, il enterre ses manuscrits au pied d'un arbre du château du domaine de Beauvoir, et voilà, et puis il y a le nombre extravagant effectivement de morts autour de lui, donc je suis persuadé qu'il savait ce qu'il faisait, hein, donc il était capitaine d'infanterie dans un régiment prestigieux au front. Sa durée de vie était forcément très faible. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est très bien raconté que vous racontez dans votre préface, c'est les circonstances qui l'amènent à retourner au front. Vous avez expliqué, son père est ministre des Affaires étrangères, il est en convalescence, il réquisitionne le chauffeur de son père et la voiture de son père sur le prétexte d'aller faire une course en banlieue, et il se fait déposer au front. Il meurt au front pendant l'offensive de la Somme, quelques mois plus tard. Son père le supplie de ne pas retourner au front en lui disant: mais pense à ton œuvre. C'est ton travail, ta vocation, c'est ce que tu écris. La France a besoin de cela. Et c'est à se demander, je vous pose la question, Denis Sureau, c'est peut-être un peu candide cette question, mais c'est à se demander si dans ces circonstances particulières de la première guerre mondiale, il ne juge pas son destin d'officier au front, son rôle de capitaine au front, plus important que l'œuvre qu'il écrit sur la Révolution. Oui, parce qu'il y a une notion qui l'affectionnait beaucoup, c'est celle de loyalisme. Et plus qu'une exaltation patriotique un peu exaltée, il considérait finalement comme les aristocrates, les vrais aristocrates du temps jadis le pensaient, que il devait être parmi le peuple de France, quoi. Il a une formule qui est très belle. Il dit: ma place est au danger, mon nom m'en fait un devoir. Et je crois
il estimait que c'était de son devoir d'être au milieu des hommes qui eux n'avaient pas le choix comme lui de faire la guerre. Voilà, c'était un loyalisme, voilà, un loyalisme aristocratique. Plutôt qu'une sorte de fanatisme patriotique. Il fait penser à Peggy aussi. Tout à fait, oui. Je n'arrive pas à séparer dans mon esprit les destins de Peggy et de Cochin. En fait, ils paraissent tellement proches, tous les deux auteurs déjà d'une œuvre extraordinaire, et puis tous les deux fauchés. Bon, ce sont malheureusement pas les seuls qui ont été fauchés à la guerre de 14. Hein. Vous avez Apollinaire et d'autres, mais c'est vrai que Peggy et Cochin ont tous les deux finalement scellé par leur mort leur pensée même, leur sens du devoir, de leur éthique et puis de leur foi chrétienne. On n'a pas évoqué jusqu'à présent mais Augustin Cochin était un grand catholique. Nous allons le faire, Denis. Il va falloir qu'on pense à aborder la vie de Cochin, car le temps passe. Peggy a été tué tout de suite au front dès la Marne. Cochin, 2 ans après, il a été blessé, je crois, 4 fois. Il a été décoré, il a été multicité. Enfin, il a un comportement au front qui est extraordinaire. C'est un soldat extraordinaire. Avant de revenir à la vie à sa vie, hein, Denis, je vous propose de lire il y a quelques réactions d'auditeurs. Alors, un auditeur qui vous demande que pensait Augustin Cochin de la franc-maçonnerie, l'estimait-il dangereuse ou non? Merci pour votre excellente émission, nous dit cet auditeur. Oui, alors bien sûr, il ne réduisait pas les sociétés de pensée à la maçonnerie, mais c'est vrai que la maçonnerie, d'une certaine façon, représente le laboratoire idéal c'est la société de pensée finalement la plus pure, puisque c'est elle qui va représenter justement le modèle d'une société où tout le monde est censé s'abstraire de sa condition et dégager un consensus commun. Et Cochin fait très souvent allusion dans sa correspondance à la maçonnerie, bien sûr, surtout de son temps, il la voyait particulièrement active sous les yeux, la Troisième République. Donc, il ne faut pas réduire l'analyse de Cochin à un simple antimaçonnisme, mais l'antimaçonnisme de Cochin est franc et avéré, affirmé. Il y a de nombreux petits textes et remarques, notamment dans son petit opuscule Abstraction révolutionnaire et réalisme catholique, où justement il épingle la franc-maçonnerie comme vraiment le modèle de la société de pensée subversive et qui détruit la société. Oui. Un auditeur qui vous demande que veut dire les illuminés de Bavière. Alors, je suis pas un grand spécialiste. C'était selon l'abbé Baruel, c'était une conjuration de francs-maçons, voilà. Mais je pourrais pas vous en dire un peu plus. Je suis pas très friand de ce genre de littérature. Et un autre auditeur qui réagit sur votre remarque sur l'esprit philosophique de Cochin, qui rejoint exactement l'enseignement de l'histoire des sciences du professeur Georges Canguilhem sur les rapports de l'activité spontanée de l'historien et de sa difficulté fondamentale à accéder au concept. D'où la boutade de ce docteur philosophe. Les historiens attendent le travail des philosophes pour avoir des idées. Vif remerciement, vous dit cet auditeur. Une remarque très intéressante, oui. Effectivement, oui. Je souscris complètement à cette remarque, oui. Denis Sureau, je vous propose d'arriver enfin à la vie d'Augustin Cochin que nous avons évoqué pour partie. Je vous propose d'arriver tout simplement à commencer par le début, sa naissance, sa famille, ses origines, ses études. Alors quand on parle de Cochin, nos auditeurs vont penser à l'hôpital Cochin et ils auront raison puisque c'est son ancêtre qui a fondé l'hôpital Cochin. Et la famille Cochin, c'est une grande famille de bourgeoisie parisienne qui
qui a marqué vraiment son empreinte sur la capitale. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les Cochin. D'ailleurs, certains historiens s'en mêlent un peu les pinceaux entre. Alors, il y a beaucoup de Cochins célèbres. Il y a beaucoup de Cochins. Les férus de généalogie trouveront sur Internet des tableaux généalogiques très précis sur la famille Cochin, qui existe toujours. Hein, donc, disons qu'il y a un personnage important qui est le premier Augustin Cochin. Premier Augustin Cochin, qui, donc 1823-1872, qui était un pionnier du catholicisme social. À savoir, non pas un catholicisme socialiste, hein, mais un catholicisme qui veut penser en fait les désordres de la révolution industrielle à la lumière de l'enseignement de l'Église. Souvent, les catholiques sociaux, d'ailleurs, n'étaient absolument pas ni socialistes ni libéraux, mais il y a eu beaucoup de légitimistes et contre-révolutionnaires, comme Villeneuve-Bargemont, par exemple. Et donc, ce premier Augustin s'est illustré dans un certain nombre d'études sociales, et voilà, bon, c'est un personnage aussi intéressant. Son fils, Denis Cochin, 1851-1922, donc le père de notre Augustin, est aussi un personnage important. Il fut conseiller municipal de Paris, député de la Seine, académicien. Il côtoya tout le grand monde parisien. Bon. Personnage très important. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a été ministre d'État aux Affaires étrangères dans le cabinet Briand dans la Première Guerre mondiale. Et Denis Cochin est un catholique qui va accueillir le ralliement. Enfin, vous savez, l'appel de Léon XIII aux catholiques français de mettre un peu en sourdine leur monarchisme, non pas pour trahir, mais pour être plus actif à l'intérieur des institutions telles qu'elles existaient, même si Léon XIII pensait que ces institutions étaient assez critiquables par leur fondement. Et donc, Augustin Cochin ne naît pas dans une famille catholique intransigeante. C'est un catholicisme, je dirais pas modéré, mais un catholicisme. Par exemple, Augustin Cochin lui-même n'apprécie pas forcément les catholiques qui vont manifester contre la volonté des évêques au moment des inventaires. Il dit bon, il les juge un peu braillards, mais il dit bon, la première chose à faire, la première chose qu'un catholique doit faire, c'est déjà d'obéir à ses pasteurs. Donc, vous voyez, il y a cet aspect-là, mais c'est aussi bon, c'est un catholicisme marqué qui est anti-Dreyfusard. Et le jeune Augustin donc naît dans cette famille en 1876. Et cette famille va être très importante pour lui dans la mesure où toute son éducation, toute son instruction jusqu'en classe de 3e va être faite à l'intérieur même de la famille grâce aux enseignements d'une préceptrice, mais aussi du père, de sa mère qui était aussi qui venait d'une grande famille. Et ça a probablement bien fonctionné puisque entré au collège Stanislas en 3e, il rafle immédiatement tous les prix. Donc, première classe, il a été 3 fois lauréat au concours général. C'est aussi un artiste. C'est quelqu'un qui a peint toute sa vie, même dans ses tournées d'archives. Il avait il faisait des petites aquarelles et il avait un tempérament très, très artiste. Oui. Vous écrivez d'ailleurs, Denis Firaud, dans votre préface, qu'il a hésité entre la carrière d'historien et la carrière de peintre. Oui, il a envisagé d'être peintre. Oui, tout à fait, parce qu'il ne savait pas trop en fait quoi faire. Bon, et c'est son oncle Henri qui l'a poussé à faire l'école des Chartes. Bon, il a quand même passé des licences de lettres et de philosophie. Et les licences de lettres et de philosophie à la Sorbonne, à l'époque, ce n'était pas rien. Hein. C'était déjà des diplômes d'assez haut niveau. Vous racontez d'ailleurs une anecdote. Il est jeune, de une vingtaine d'années, je crois il est avec son père, il se promène dans la campagne, et là il croise un peintre avec son chevalet, et puis il dit à son père, c'est Cézanne.
Oui, il dit, tiens. Et ils ont perdu. Comment sais-tu que c'est Cézanne? Parce qu'il est en train de peindre, Cézanne. Oui, voilà, oui. D'ailleurs, c'est amusant. J'ai trouvé ces derniers jours dans les écrits d'un critique d'art cette anecdote. J'ai retrouvé cette anecdote. Donc, et oui, et Cochin, par exemple, aimait beaucoup Corot. Donc, il est dit, tiens, j'ai acheté un petit Corot. Voilà. Alors donc, il entre à l'école des Chartes. Il entre premier et il sort premier. Bon. Et puis il se dit, à l'école des Chartes, on doit faire un travail de recherche. Ses premiers travaux l'orientent vers les guerres de religion dans le midi de la France, et notamment toutes les menées du parti protestant, donc au XVIIe siècle. Et ces études, qui sont publiées pour la première fois là dans ce livre, La machine révolutionnaire, là chez Talandier, montrent déjà un grand intérêt de Cochin sur l'histoire secrète finalement. Qu'est-ce qui se passe derrière les événements? Qui sont les acteurs? Quelles sont les forces sociales en présence? Donc, ce sont des études, bon, il est très très jeune, mais qui révèlent déjà un souci de compréhension qui n'est pas si courant en fait à l'époque. Et c'est ça qui l'amène, Denis Sureau, à la sociologie, ce que vous appelez la sociologie? Disons que c'est venu après de la lecture de Durkheim. Durkheim, 1858-1917, est l'un des pères de la sociologie française, ou la sociologie tout court. Cochin était un esprit très ouvert au sens qu'il s'intéressait beaucoup à tout ce qui se pensait à son époque. Ce qui se pensait de bien ou de moins bien, mais c'est un esprit curieux. Bon, il a lu Bergson, il a lu des auteurs qui sont un peu oubliés. Et pour Durkheim, en fait, c'est le fait social qui doit être dissocié des intentions des individus, de la psychologie des acteurs. C'est ça la sociologie? Alors oui, c'est ça la sociologie. Mais Cochin n'est pas un disciple de Durkheim, en ce sens que si on pousse la sociologie de Durkheim à fond, on tombe sur un pur matérialisme, en fait. Et donc Cochin va en fait retourner un peu Durkheim contre lui-même. Et pourquoi cela? Pourquoi tombe-t-on sur un pur matérialisme? Mais parce que pour Durkheim, en fait, c'est le fait social qui explique tout, y compris les religions. Comment cela? Concrètement, un exemple, Denis Sureau. C'est que, en fait, c'est l'analyse des événements sociaux, des faits sociaux, qui explique les doctrines. En fait, c'est presque un matérialisme marxiste, sauf Durkheim n'est pas marxiste, mais c'est d'expliquer finalement le haut par le bas. Voilà, pour simplifier. En philosophie, on s'appuie sur des principes pour comprendre la réalité. Dans la sociologie, la démarche est inverse. On part du bas, et c'est à partir du bas qu'on reconstruit. On se dit que le christianisme n'est que le produit d'individus qui, au Moyen-Orient, dans certaines conditions sociales, ont élaboré une doctrine, et voilà. Donc, et Durkheim expliquait tout comme ça. Donc évidemment, il n'y a pas de transcendance. Il n'y a pas de transcendance. Donc Cochin va ne retenir qu'un aspect de Durkheim. On trouve aussi des critiques du matérialisme de Durkheim. Mais c'est quand même très très original pour son temps, d'autant plus que Durkheim, comme vous avez pu le comprendre, n'est absolument pas chrétien et même anticatholique. Hein. Donc qu'un catholique de bonne famille comme Cochin s'intéresse à Durkheim et se dit tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à tirer. Vous voyez, ça montre aussi la curiosité extraordinaire de Cochin. Quoi. Et que va-t-il en tirer de cette étude de Durkheim? En quoi ça va l'influencer? Ça va l'influencer dans la mesure où il va analyser la Révolution française non pas à partir de la psychologie des acteurs, des intentions individuelles, mais des phénomènes sociaux qui sont constitués justement par les sociétés de pensée. Voilà. Donc, si on peut reprendre le cours de la biographie de Cochin, donc après ses premières études sur le protestantisme, il hésite un petit peu à orienter ses recherches, bon, et puis il se retrouve en Bourgogne et il découvre donc la préparation de la campagne électorale de 89 dont nous avons parlé tout à l'heure. Et là, il s'est dit tiens, il y a quelque chose
d'intrigant. Comment comprendre tout ce mécanisme? Est-ce qu'on le retrouve ailleurs? Donc il a fait une autre tournée d'archives très importante en Bretagne, d'où il va sortir un livre qui est le seul livre qui ne figure pas dans les œuvres de Talandier, là, édité par Talandier, dans la mesure où c'est un livre qui fait à lui seul 600 pages, dont 300 pages de notes. Donc on le publiera peut-être si ce premier livre a un succès, mais on ne pouvait pas le rajouter aux 600 pages existantes. C'est un livre qui analyse le phénomène révolutionnaire, mais uniquement en Bretagne. Mais dans le concret, alors avec des références. Et donc, la méthode de Cochin, c'est d'aller sur le terrain, d'aller dans les archives et de tirer de tout ça une masse de documents. Il avait des petites fiches que j'ai vues d'ailleurs, que la famille a conservées, et c'est à partir de là qu'il a élaboré ces schémas de compréhension. Vous nous expliquez sa méthode de travail, Denis Sureau, et ses premières œuvres. À ce moment-là, il a quitté l'école des Chartes, il n'est plus à l'école des Chartes. Oui. Qu'a-t-il choisi comme métier, en quelque sorte, à l'issue de l'école des Chartes? Et puis, la deuxième question que je souhaitais vous poser, si vous pouviez nous parler de sa personnalité. Oui. Alors, Augustin Cochin avait une chance que nous n'avons pas tous, c'est qu'il n'avait pas de soucis financiers. Il a une grande fortune. Donc, celle de sa famille, hein. La famille Cochin l'entretenait, et donc il n'avait pas de soucis de ce côté-là, ce qui a quand même pour effet de lui permettre d'être en totale indépendance vis-à-vis des institutions. Je crois que c'est très important, parce que l'un de ses écrits de combat, ça a été lorsqu'il s'en est pris à Alphonse Hollard. Donc imaginez l'historien de la Révolution de référence, pontife de la Sorbonne, et un jeune blanc-bec de 30 ans, 30-35 ans, qui publie une démolition complète d'Hollard. Parce que Hollard avait voulu critiquer Taine, Hippolyte Taine, en repérant un certain nombre d'erreurs complètement factuelles, etc. Et Augustin Cochin a montré qu'il y avait autant d'erreurs dans les travaux d'Hollard. Et alors, c'est une étude là qu'on trouve dans les Sociétés de pensée et la démocratie moderne, donc on trouve dans ce livre, qui est très piquante, où il y a une ironie, parfois un sarcasme de Cochin par rapport à Alphonse Hollard. Évidemment, il a pu le faire parce qu'il n'attendait rien de l'institution de l'université. S'il avait voulu faire carrière universitaire, inutile de vous dire que ça n'aurait pas été possible. Je pense à Reynald Secher, par exemple, qui aurait pu faire une carrière universitaire s'il n'avait pas osé consacrer sa thèse à l'analyse du génocide vendéen. Vous pouvez pas faire n'importe quoi hein, dans l'université. Il y a des précautions à prendre. Hein, donc, Cochin, lui, était libre. C'est la garantie. Ce que vous nous expliquez, Denis Sureau, dans cette préface superbe de la réédition des œuvres de Cochin, de l'édition des œuvres complètes d'Augustin Cochin aux éditions Talandier, La machine révolutionnaire, c'est que finalement sa fortune familiale garantit l'honnêteté, la rigueur intellectuelle de son œuvre. Voilà, alors ce qui est un point important. Alors vous me demandez quelle était sa personnalité. Alors, pour être très bref, je dirais que c'est une figure quand même très sympathique. Bon, on peut s'intéresser à un auteur et le trouver profondément ennuyeux, enfin, ou méchant, ou terne, etc. C'est pas le cas de Cochin. Bon, alors il s'est qualifié parfois de bénédictin laïque, parce que le gros de son travail, quand même, c'était de s'enfermer, c'était de sillonner la province. Alors, je signale, il se déplaçait en province avec une automobile. Donc, vous voyez. En 1905, 1910, se déplacer en automobile, ça révèle déjà une certaine originalité. Hein. Et il allait au fin fond des provinces, essayer de trouver des archives de la Révolution, qu'il trouvait un peu partout, hein, aussi chez des particuliers, des notaires, et il passait ses journées à scruter ces archives et à prendre des notes, à faire des fiches. Ça, c'est la méthode d'archiviste paléographe. Il a un diplôme d'archiviste paléographe. Et donc, c'est ce travail de bénédictin très, très harassant qui menait. Et quand il avait rassemblé ces éléments, il essayait de comprendre
comment les articuler, là c'est le volet plus philosophique ou sociologique de son analyse. Donc un très grand travailleur, bien que de santé assez délicate, puisqu'il souffrait d'entérite notamment. Je n'ai rien trouvé sur sa vie sentimentale. Je suis désolé pour les gens qui seraient intéressés par cet aspect-là, mais je n'ai aucun élément. Je ne peux rien vous dire. Il ne semble pas avoir le souci de se marier, mais bon, est-ce qu'il était tellement pris par son œuvre que il estimait ne pas avoir le temps pour fonder une famille, je ne sais pas. Mais je n'ai aucun élément. Si quelqu'un peut m'éclairer, je veux bien. J'ai posé la question à la famille qui n'a pas plus d'éléments. C'est quelqu'un, donc, comme je l'ai dit, qui avait un vif sens de l'humour, avec une ironie parfois mordante. Ce qu'on n'a peut-être pas assez souligné, c'est que c'était un véritable catholique, un catholique fervent, sans ostentation cependant. On sait par l'un de ses amis qu'il allait secourir dans des banlieues des pauvres, des familles miséreuses, qui soutenait sans doute de dons, mais il n'en parle jamais. Il était très discret sur cet aspect-là de sa vie. Très discret, mais certainement un grand chrétien. C'était quelqu'un, je pense, qui savait se faire aimer. Il avait un certain nombre d'amis fidèles. D'amis d'ailleurs qui ont beaucoup contribué après la guerre, qui ont œuvré pour récolter ses écrits, ses notes, les organiser, les mettre en forme, faire connaître Cochin dans toutes les années, pendant les années 20. Et Denis Sureau, il y a aussi l'amitié de ces hommes à la guerre. Et voilà, dont témoignent un certain nombre de documents qui est très impressionnante. Oui. Alors, petit détail, on a parlé que tout à l'heure de son goût pour la peinture, mais il avait aussi une autre grande passion, alors qui va sans doute choquer une partie des auditeurs, c'est la chasse à courre. Pendant 10 fois par an, il pratiquait la chasse à courre. Et on trouve dans sa correspondance une lettre écrite à un journal anglais qui est une défense de la vénerie. Un journal anglais qui s'était moqué de la chasse à courre pratiquée par l'aristocratie française. Eh bien, Cochin montre dans une lettre qui est aussi pleine d'humour tout l'intérêt de cette discipline. Denis Sureau, dans votre préface, et vous en avez parlé, bien sûr, vous l'avez commenté, vous évoquez sa manière de travailler, et il y a un caractère de sa manière de travailler qui m'a frappé, c'est qu'il conseille de se garder du fléau de toute curiosité qui est l'indignation. Justifier ou condamner n'est pas expliqué. Oui. Ça, c'est très intéressant. Oui, alors cela peut paraître étonnant parce que quand on essaye de résumer ses thèses, on peut dire oh là là, c'était quelqu'un de très très violemment contre-révolutionnaire. Enfin, certains de ses adversaires ont pu le présenter après. C'est quelqu'un qui était vraiment soucieux de rationalité, de comprendre les événements et de rajouter du pathos lui paraissait complètement stupide, que ça soit de la part des adversaires de la Révolution que des partisans, justement, parce que ça déformait justement la perception des phénomènes. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, dans ces lettres, on voit aussi que les excités, les fanatiques, les militants, tout ça, ça l'intéresse pas trop, quoi. C'est pas dans son caractère. Pourtant, il a un caractère affirmé. Hein. C'est vraiment pas une chiffre molle comme on a pu le comprendre. Mais c'est quelqu'un justement qui est très maître de lui et qui considère que faire de l'histoire, c'est pas faire non plus de la propagande, quoi. Denis Sureau, je vous propose de faire une petite pause musicale. Qu'avez-vous choisi ? Alors, j'ai choisi le Mouchoir rouge de Cholet. Mais alors, je vais peut-être l'expliquer pourquoi, parce qu'il y a plusieurs raisons en fait. Le Mouchoir rouge de Cholet, c'est un chant de Théodore Botrel, vous savez, le barde breton. Et c'est une chanson de 1897 qui revient sur un événement qui s'est passé lors de la deuxième bataille de Cholet, où Charette ou La Roche-Jacquelin, ça il y a un doute, ont, disons, Charette, puisque dans la chanson c'est Charette, portait un mouchoir blanc, un filet rouge autour de son cou. Alors certains lui ont dit mais vous êtes fou, ça vos ennemis vont
vont vous prendre directement comme cible. Mais par bravoure, il a porté. Et après l'épopée Chouane, disons que ce mouchoir de rouge de Cholet est devenu un peu un symbole de la résistance chouane à la Révolution. Il y a eu fabrique de ce mouchoir de Cholet. Et Jean-Paul II, en 1984, à l'occasion de la béatification des martyrs d'Angers, a brandi un mouchoir rouge en déclarant « Je suis un champ, moi aussi ». Mais, je vais vous dire, la raison profonde de mon choix, c'est que mon ancêtre Pierre Sureau a été tué lors de la bataille de Cholet et qu'il était d'une famille de tisserands. Donc, mes ancêtres, du côté paternel, ont tissé des mouchoirs à Cholet. Bien, Denis Sureau, nous écoutons encore plus attention ces petits mouchoirs de Cholet, en pensant à votre aïeul. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en cette deuxième partie d'émission et en direct Denis Sureau, qui est essayiste et éditeur de la lettre d'information Chrétien dans la Cité, du mensuel Transmettre, auteur aussi d'un certain nombre d'ouvrages que nous recevons pour la publication des œuvres complètes, presque complètes, d'Augustin Cochin aux éditions Talendier, intitulée La machine révolutionnaire, avec une très grosse préface très complète de Denis Sureau pour présenter et la vie d'Augustin Cochin et ses œuvres, ainsi que leur fil conducteur, qui est cette analyse sociologique de la Révolution française, analyse totalement innovante à son époque. Denis Sureau, pour les 10-11 minutes qu'il nous reste, je vous propose que vous nous racontiez la fin de sa vie, qui est très courte, puisqu'il meurt à 39 ans, les grands traits, les publications principales, et puis nous terminerons par sa postérité, la postérité de son œuvre, si vous le voulez bien. Oui, alors la guerre de 14 se déclenche. Lui, sans attendre son ordre de mobilisation, se présente. Il rejoint son régiment en septembre 1914. Et il y a quelque chose qui peut être étonnant dans ses lettres, c'est son anti-germanisme. Comment un esprit aussi indépendant que lui pouvait-il être aussi anti-allemand que la plupart de ses contemporains, la quasi-totalité de ses contemporains, de toute origine. Il n'y a aucune estime pour le soldat allemand. Non. Et c'est pour ça qu'il est persuadé que les Français vont gagner la guerre, d'ailleurs. Oui. Parce que, alors, il y a déjà une hostilité philosophique à l'Allemagne. Il connaissait la philosophie allemande, puisqu'il avait étudié Kant, il avait peut-être étudié Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, je ne sais pas, Marx, pas beaucoup, je pense. Mais il dit tous les mauvais penchants de notre génération, modernisme, socialisme, empirisme, raideur en politique, inconsistance en science et en religion, tout l'inverse de la vérité, le pragmatisme, homo faber au lieu d'homo sapiens, l'industrie au lieu de l'idée, la machine au lieu de l'art, tous ces mauvais courants viennent d'Allemagne. Donc il y a vraiment une hostilité intellectuelle à l'Allemagne dont il ne va pas se départir d'ailleurs au cours de la guerre. J'ajouterais une remarque personnelle. J'ai été souvent choqué par l'anti-germanisme des Français. Et puis, il y a quelques années, j'ai découvert les atrocités commises par l'armée allemande, notamment en Belgique, pendant la Première Guerre mondiale. Et tout le monde connaît les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, on parle peu des atrocités commises par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, atrocités qui n'ont pas du tout leur équivalent du côté français. Donc bon, ça donnerait plutôt raison à notre ami Augustin. Alors bon, dès le septembre 94, il participe à la bataille de la Somme. Il est grièvement blessé. Sa mâchoire est traversée par une balle, donc et puis son bras est cassé. Et il faudra 2 opérations pour le ressouder, mais donc il repart très rapidement. Bon, il profite un peu des derniers moments pour réécrire une partie de ses écrits. Il repart en Champagne. Il est conscient du risque, un peu ce que je disais tout à l'heure. Il dit c'est un peu triste de penser à tout le mal que ces paperasses nous ont donné, c'est-à-dire tous ces travaux.
et surtout de se dire que nous avions une idée qui méritait cette peine. Donc vous voyez déjà un pressentiment de son sacrifice, mais il estimait que c'était parfaitement justifié. Il est à nouveau, donc un an après, en septembre 2015, à nouveau 2 fois blessé. Et en février 1916, il est à Verdun, il participe au combat. Il est blessé à nouveau, voilà, d'ailleurs. Il est blessé à nouveau, donc voilà, tout ça, en fait, qui est... Il est à Douaumont, il est au Mortum. Et donc, son père essaye de lui persuader bon, il peut pas repartir au combat, en plus qu'il est quand même, son bras est affaibli, voilà. Eh bien, il profite d'une course en banlieue de l'auto du ministère pour repartir au front. Donc, en juillet 1916, il est à nouveau sur la Somme et il est mortellement blessé, donc le 8 juillet. Et 1916. Voilà, 1916. Il y a un monument sur le lieu de sa mort. Il y a une croix, effectivement, que vous pouvez trouver. C'est à Hardecourt. Oui, voilà, au nord du village d'Hardecourt, au bois, vers Guillermont. Ça s'appelle la Croix Cochin. Vous pouvez la trouver sur la carte IGN 2408E. Donc voilà, sur Internet, vous pouvez trouver ça. Et vous publiez dans cet ouvrage le récit de sa mort par ses soldats. Oui, alors c'est très poignant. Voilà, c'est très poignant ce récit de sa mort. Et alors, très rapidement, les lettres de guerre que vous aviez évoquées, Thierry, tout à l'heure, certaines lettres de guerre vont être publiées dans le journal Le Correspondant, et puis reprises dans une brochure préfacée par le fameux romancier Paul Bourget. Et Cochin a une certaine notoriété en tant que valeureux soldat mort pour la France. Et puis après la guerre, même inachevé, l'œuvre existait. Donc progressivement, ses amis, sa famille vont avoir le souci de recueillir tout ce qui a été publié dans des revues généralement, et puis aussi ses notes. Et les livres vont paraître au fil des années 20. Et vont être salués de façon très différente, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire officielle révolutionnaire va être très critique, va plutôt bouder son œuvre, en fait. Hein. Et puis, c'est plutôt du côté de l'école contre-révolutionnaire ou d'Action française qu'on va accorder tout le... Et comment le public, le grand public reçoit son œuvre? Alors, il reçoit le grand public d'Action française, notamment, est très intéressé par ça. Il y a un article de Charles Maurras qui dit « C'était l'un de nos meilleurs espoirs ». Parce qu'il faut savoir que Cochin a publié son premier article là, dans la revue d'Action française en 1908, dans une toute jeune revue qu'on appelle la Revue Grise, qui n'était pas encore le journal d'Action française. Et je publie dans ce livre une lettre à Charles Maurras de Cochin, où Cochin explique sa démarche. Alors bon, la famille Cochin dans les années 20, la famille Cochin qui est absolument pas d'Action française, va un peu râler, va dire mais c'est de la récupération et tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de correspondances. Hein. L'antidémocratisme d'Action française était partagé par Cochin, la critique de la Révolution évidemment. Donc, une certaine audience, des historiens qui s'y intéressent, comme Pierre Gaxotte, par exemple. Et puis, après la guerre, Cochin retombe dans l'oubli, disparaît quasiment de tous les livres d'histoire de la Révolution, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert donc par François Furet. En 1978, François Furet, qui était un ancien communiste repenti, qui publie un livre où il y a une très belle et longue étude sur Cochin. Où il explique qu'il est indispensable de lire Cochin pour comprendre la Révolution. Cochin et Tocqueville, qui sont d'ailleurs, je pense, comme le pensait Furet, sont tout à fait complémentaires. Tocqueville s'inscrivant plutôt dans la longue durée et Cochin sur les années 1750-1793. Je pense que les deux histoires sont pas du tout incompatibles. Et puis,
Cochin va être parfois réédité et puis retomber à nouveau dans l'oubli, sauf, comme je le disais, en Italie. Aux États-Unis, il y a un livre qui est paru en 2007, mais qui est fait par Claude Paulin, qui a été mon maître en philosophie à la Sorbonne, qui a sans doute écrit le livre le plus passionnant sur le totalitarisme, l'esprit totalitaire. Et Claude Paulin, qui est tout à fait bilingue et qui vit une partie de son temps aux États-Unis, a publié une anthologie des œuvres de Cochin pour faire connaître au public américain, surtout conservateur en fait, l'intérêt de cette œuvre. Donc un très beau travail avec une préface absolument passionnante. Voilà. Donc cette réédition des œuvres de Cochin est un peu un événement de dire éditorial. Je crois qu'il fallait le courage des éditions Talendier pour produire un tel ouvrage. C'est quand même une très belle maison, une grande référence en matière de livres d'histoire. Et j'espère honnêtement que ce livre va permettre de découvrir un auteur que je considère comme vraiment très important, quoi. Et que vous considérez très important avec François Furet, puisque pour François Furet, Cochin et Tocqueville sont des références capitales pour comprendre la mécanique révolutionnaire. C'est une très belle référence, comme que François Furet considère Cochin au niveau de Tocqueville, ce qui doit encourager les auditeurs de Radio Courtoisie à acheter ce livre aux éditions Talendier, La machine révolutionnaire, les œuvres d'Augustin Cochin, avec cette passionnante préface que vous avez commise, Denis Fureau. Et si vous me le permettez, il reste juste une petite minute, Denis, je voudrais en 4 lignes lire la mort de Cochin racontée par le lieutenant Didot. À ce moment-là, j'ai une vision affreuse, mon cœur se serre de douleur. 4 hommes portent sur 2 fusils un corps inanimé. Je reconnais la tête d'Augustin de dos, je me précipite, je les arrête. Augustin, tu me reconnais, il semble se réveiller. Ses yeux s'ouvrent et sa tête essaie de se relever. Elle retombe, il veut parler mais ne peut. Je devine que c'est pour me demander si la contre-attaque est repoussée. Oui, cela a réussi, ses yeux s'ouvrent encore et me regardent avec une tranquille sérénité. Il n'a pas l'air de souffrir, son dernier regard exprime le calme de son âme, la béatitude, la joie de mourir pour la France. Il voit déjà l'au-delà et semble bien heureux. Merci beaucoup Denis Fureau pour cette très belle évocation d'Augustin Cochin. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci à Jean-Édouard à la technique et à Marie-Hélène au standard. Très bonne soirée à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie.